Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'argent, c'est le nerf de la guerre et de l'argent, les réseaux terroristes n'en manquent pas. Cette semaine, les révélations sur la banque suisse HSBC ont fait ressortir les noms des parrains saoudiens d'Al-Qaïda. De son côté, Daesh est devenu, grâce au pétrole, le groupe terroriste le plus riche de la planète. La communauté internationale tente de se mobiliser. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution pour bloquer le financement des groupes djihadistes. L'argent sale du terrorisme, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, co-auteur d'un rapport sur le financement de l'État islamique. Vous avez été enquêteur en chef pour les familles des victimes des attentats du 11 septembre, auteur également de Zarqawi, le nouveau visage d'Al-Qaïda, publié chez Fayard. Mathieu Guider, spécialiste de géopolitique et du monde musulman, professeur à l'Université de Toulouse 2, à paraître ce mois-ci votre dernier livre, L'État du monde arabe, aux éditions de Buck. Francis Perrin, président de stratégie et politique énergétique. Vous êtes également le directeur de la rédaction du magazine Pétrole et Gaz arabe. Enfin, Chantal Cutajar, vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, expert auprès de la Commission européenne sur la saisie des avoirs criminels et les investigations financières. Nous y reviendrons. Vous avez écrit plusieurs livres aux presses universitaires de Strasbourg, dont Le blanchiment des profits illicites. Je vais commencer, si vous le voulez bien, avec une question naïve. Est-ce qu'on sait qui finance aujourd'hui le terrorisme? Jean-Charles Brizard. Si vous voulez, si on parle d'organisation terroriste, aujourd'hui, la scène djihadiste mondiale est dominée par une organisation, l'État islamique, qui est financée par... en fait, il s'autofinance. C'est-à-dire que cette organisation génère l'essentiel de ses revenus de ressources naturelles qu'elle a sous son contrôle, parce qu'elle contrôle un territoire, et c'est tout à fait nouveau. C'est ce qui même la distingue de toutes les autres organisations terroristes modernes, en tout cas de ces 30 dernières années, y compris Al-Qaïda. Al-Qaïda, en revanche, avait un modèle économique totalement différent. Elle était financée de l'extérieur, essentiellement par des donations privées ou institutionnelles. Là où je voulais en venir, c'est que cette semaine, il y a eu la révélation de la liste HSBC, avec les noms de certains Saoudiens qui ont soutenu ou qui auraient soutenu Al-Qaïda au moment des attentats du 11 septembre. Ces choses-là, vous les découvrez pas? Vous les découvrez ou pas d'ailleurs? Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas nouveau, c'est même du réchauffé. La liste, la Golden Chain dont on parle, la chaîne dorée, on la connaît depuis au moins 2003. Elle a été saisie dans des conditions que tout le monde connaît, c'est le moment de faire ressortir ces informations qui aujourd'hui posent question. Mais à l'époque, il y a eu également une enquête du Sénat américain. Je veux dire, tout ce que l'on fait semblant de connaître aujourd'hui, on le savait. Et d'ailleurs, les individus dont il est question aujourd'hui, la moitié sont morts, l'autre n'est plus du tout aux affaires. Donc, aujourd'hui, sincèrement, parler de ce financement-là pose davantage des questions sur l'opportunité politique et le pourquoi, davantage que sur la réalité du financement aujourd'hui. Ça pose aussi la question des complicités, complicité bancaires, complicité des réseaux diplomatiques. Mais tout cela, c'est du passé. Il faut vraiment insister sur le fait que nous décrivons un système qui concerne Al-Qaïda, en tout cas pour la partie révélation sur les banques suisses et autres. Nous décrivons un système qui est du passé, qui concerne une organisation en particulier et qui concerne un individu en particulier. D'une manière générale, on apprend que le terrorisme n'a jamais manqué d'argent. Bien sûr, ça c'est pas nouveau. Pour rebondir par rapport à ce qui a été dit sur la Golden Chain, bon, sachez quand même qu'on en a parlé à l'époque en effet. Des individus sont simplement présumés avoir financé le terrorisme et Al-Qaïda en particulier. Ceci dit, ce qui est intéressant, ce sont les révélations récentes. Alors, on parle d'HSBC bien sûr, Moussaoui également a fait des déclarations. Oui. Alors, on y reviendra dans le détail. Moussaoui est très particulier, le cas de Moussaoui, mais en revanche, ce qui est plus intéressant encore que les déclarations de Moussaoui, c'est de savoir que la Golden Chain d'abord a failli finir, comme les 28 pages du rapport d'enquête du Sénat, c'est-à-dire que le gouvernement américain a tout fait, et j'en sais quelque chose, parce qu'à l'époque j'étais responsable de l'enquête pour les familles des victimes, et c'est moi qui, sur la foi d'informations de sources sûres de Bosnie, c'est moi avec mon équipe, on est allé sur place pour tenter de récupérer cette liste et un certain nombre d'autres documents, parce que vous savez que lorsqu'on a saisi cette pièce, il y avait d'autres documents historiques sur la formation d'Al-Qaïda, notamment les minutes des réunions
fondatrices de cette organisation. Alors, nous allons revenir dans le détail d'ailleurs sur ce rapport de 28 pages essentiel. Pourquoi je vous emmène là? C'est parce que la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU vient, j'allais presque envie de vous dire, de se réveiller. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer, Chantal Cutajar, avec une résolution, au fond, sur ce sujet-là pour lutter contre l'argent sale du terrorisme? Est-ce que c'est une vraie prise de conscience ou est-ce que c'est pour endormir un petit peu la situation? Alors d'abord, on va dire que ça ne nuit pas, évidemment. C'est déjà ça. On va dire également que ça n'est pas la première résolution qui est prise par les Nations Unies. Il y a des résolutions des Nations Unies qui après sont prises sous la forme de règlements par l'Union européenne et qui sont transposées dans les différents États membres. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'a jamais empêché HSBC de contourner cette réglementation pour financer, c'est avéré, le financement des organisations proches et même des organisations terroristes. Je serais peut-être moins optimiste en disant que les techniques juridiques qui ont permis à HSBC de contourner sont aujourd'hui toujours opérationnelles. Je pense notamment aux sociétés offshore qui permettent d'occulter l'origine des fonds et la destination des fonds. C'est aujourd'hui le véritable problème auquel il faut absolument s'atteler. Donc vous dites c'est mieux que rien, mais ça change rien. Je pense que ça n'est certainement pas suffisant parce que la réglementation qui est prise peut être trop facilement contournée. Et c'est la raison pour laquelle il faut instaurer la transparence de tous les outils juridiques qui sont utilisés pour contourner cette réglementation. Oui, puis autre chose, c'est qu'on est en train d'appliquer des méthodes du passé à un modèle économique, encore une fois, du terrorisme qui a été complètement bouleversé. Alors expliquez-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que les deux formes de sanctions essentielles pour tenter de limiter ce financement, c'est aujourd'hui le gel des avoirs, décrété par l'ONU, et c'est deuxièmement l'embargo sur les armes. Voilà. Donc ces deux outils sont aujourd'hui appliqués. Hier encore, dans la résolution du Conseil de sécurité, on applique les mêmes outils. On demande surtout aux États de faire respecter, comment dirais-je, ces mesures, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est face à un modèle économique où il n'y a pas de transactions internationales à proprement parler. Ils n'en ont pas besoin. En revanche, il y a des mouvements qui s'opèrent. Une puissance financière autonome, on parle de Daesh. En revanche, ils sont obligés effectivement de transporter des ressources naturelles, du pétrole, du gaz naturel, des denrées agricoles également. Et ça, c'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que ce qu'il faudrait en réalité faire par rapport à une situation comme celle-là, où on contrôle un territoire, c'est un véritable embargo. Et faire respecter cet embargo, c'est-à-dire avec des frontières, concrètement. Et éviter l'étanchéité du système financier. Évidemment. Alors on nous répond, mais l'embargo, ça marche contre des États. Non, c'est pas vrai. On l'a appliqué dans le passé, en 93. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé un embargo à une entité non étatique, l'UNITA en l'occurrence, parce que l'UNITA contrôlait également des puits de pétrole. Mais ça n'est pas fait. Donc on demande en quelque sorte hier aux États de faire respecter un embargo qui n'existe pas sur l'État islamique. En fait, on savait tout, on prend les mauvaises mesures et ça continue, si je résume. C'est un peu ça ou pas? Non, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez également des populations. Vous avez des populations civiles. On parle de 10 millions d'individus dans cette affaire d'habitants qui, eux, pour la quasi-totalité, n'ont rien à voir avec l'organisation dont il est question. Donc tout ça est vraiment intriqué. Il est l'un dans l'autre. Et il est très difficile d'agir sur une organisation implantée territorialement, sans toucher les populations locales, sans détruire le tissu qui reste et sans les envoyer dans les bras de cette même organisation. Mais ça sous-entendrait, si on se dit que Daesh est une puissance financière autonome, qu'au fond, il n'y a plus de soutien financier de la part de l'Arabie Saoudite ou de la part du Qatar. Vous pourriez dire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut, en tout cas institutionnellement, je crois que personne aujourd'hui ne peut apporter la preuve qu'un quelconque État, de la région en tout cas, est en train de financer directement. Vous retournez un petit peu la question. Apporter la preuve, c'est une chose. Avoir des soupçons, c'en est une autre. Non, mais les soupçons, on ne va pas faire des procès d'intention. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve, en tout cas, sur le fait qu'aucun des États de la région finance directement cette organisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même 2001 entre-temps, les attentats du 11 septembre, avec effectivement des mesures de sanctions très dures qui ont été dirigées contre un certain nombre d'individus ou de sociétés, d'institutions, y compris des banques, soupçonnées de financer à travers des donations ou d'autres moyens ces organisations terroristes. Ce qui en a dissuadé plus d'un, évidemment. Donc aujourd'hui, il est clair que pour des organisations comme l'État islamique, ce mode de financement, les donations, représente une part mais extrêmement infime
de leurs revenus. Et j'ajoute une chose, c'est que ces mêmes organisations, on sait maintenant à travers les documents qu'on a saisis, Al-Qaïda en Irak, donc un des prédécesseurs de l'État islamique, c'est cette organisation elle-même qui a décidé de ne plus dépendre financièrement de donations. Ils voulaient être libres. Ils n'en ont plus besoin aujourd'hui, c'est ça. Besoin, tout à fait. Ils ne voulaient pas dépendre, si vous voulez, de cette manne financière et de leurs donateurs en réalité. Francis Perrin. Oui, je crois qu'effectivement, il est incontestable qu'il y a eu cette autonomisation en termes de financement dans le modèle économique et financier de l'État islamique ou de Daesh. Alors, cela dit, on parlait de la résolution du Conseil de sécurité, qui n'est effectivement pas la première, vous l'avez rappelé. Le Conseil s'était saisi de cette question déjà en août 2014. Chacun sait autour de cette table qu'on ne doit pas attendre de miracle une résolution du Conseil de sécurité sur quelque sujet que ce soit. En même temps, ce Conseil a pour vocation de dire une partie de la légalité internationale, d'appeler l'ensemble des États membres des Nations Unies à prendre des mesures. Donc, petite très insuffisant, le Conseil européen l'a fait aussi. Lors du dernier Conseil européen, ce sujet-là a été abordé avec le gel des avoirs notamment. Donc je crois que c'est une mesure qui est positive, qui marque une prise de conscience. On parle bien dans cette résolution, justement, on parle de ressources naturelles, on parle de pétrole, on parle de contrebande d'antiquités, d'objets d'art. Donc il y a une vision qui est relativement correcte et globale. Ensuite, comme toujours, quand on adopte une résolution, le vrai test, c'est l'application. Et là, vous avez des doutes, là aussi, sur l'application. On peut avoir des doutes sur toute résolution des Nations Unies, et pas seulement... Sur les moyens qu'on va se donner, en fait, c'est ça. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est quand même, de mon point de vue, un progrès. Je crois qu'il faut le souligner. Alors, vous l'avez évoqué, Jean-Charles Brizard, à l'instant. Ben Laden l'avait surnommé la Golden Chain, une liste de 20 noms écrits de la main du terroriste, tous financiers d'Al-Qaïda. Cette liste n'a jamais été formellement identifiée, mais les noms des Saoudiens ressortent dans les fichiers de la banque suisse HSBC révélés cette semaine. Des princes, des tchèques, des entrepreneurs suspectés de financer Al-Qaïda. Magali Lacroze, Grégory Roudier et Pierre Dehorne. On pourrait presque passer devant sans la remarquer, la Private Bank HSBC à Genève. Mais cette discrétion appartient désormais au passé. L'enquête commence ici, au Monde, puis elle sera menée par 150 journalistes internationaux. Il apparaît alors que les sponsors de Ben Laden avaient placé leurs fonds chez HSBC sans que personne n'y trouve rien à redire, alors que leur nom était bien connu depuis 2003. Tout est parti de la découverte d'un disque dur à Sarajevo en 2002 par un raid des forces spéciales. Et là-dedans, il y avait une liste de noms qui se sont avérés être la liste des financiers que Oussama Ben Laden avait lui-même identifié en tant que tel et qu'il appelait sa chaîne d'or. Et il y avait une vingtaine de noms sur cette liste. Et parmi ces noms, il y en a plusieurs qui avaient des comptes à HSBC. Et la liste a été rendue publique en 2003. Donc on est peu après le 11 septembre. Et HSBC n'a pas réagi, n'a pas pris des mesures contre ces gens qui étaient identifiés comme étant possiblement des financiers du terrorisme d'Al-Qaïda. Sur la liste de la banque obtenue par les journalistes, ces mêmes financeurs d'Al-Qaïda sont inscrits en tant que gestionnaires de sociétés écrans. HSBC pouvait-elle ignorer leur identité? Le patron de Transparency International France est un ancien banquier. Et sur les questions relations avec les clients, il est formel. Il y a un principe fondamental du banquier depuis des siècles et des siècles. Vous devez connaître votre client. Know your customer. Et donc, avant d'entrer en relation avec une personne, un investisseur, ou une société, ou une fondation, vous devez connaître de manière précise ce qu'elle fait. Ça veut dire que là, ils n'ont pas bien fait leur travail, ou alors ils faisaient semblant de ne pas les connaître? Bon, moi je ne vais pas faire un procès d'intention, mais en tout cas, les systèmes de contrôle n'ont pas fonctionné. Et en particulier avec des organisations liées au terrorisme international. La filiale suisse d'HSBC ne se contentait pas de fermer les yeux sur les bénéficiaires des comptes. Elle arrangeait même les petites affaires des mécènes de Ben Laden, comme celles de ses clients les plus fortunés, en mettant leurs comptes à l'abri des impôts et notamment de la taxe européenne sur l'épargne, grâce à un montage financier légal, mais pas très moral. Suite à la directive sur la fiscalité de l'épargne, il y a eu en 2005 un accord qui est rentré en vigueur entre la Suisse et l'Union européenne qui dit
comme la directive d'ailleurs, que ça s'applique uniquement aux personnes physiques et non pas aux personnes morales. Donc ça signifie que lorsque le compte était détenu par une société, eh bien, je serais tenté de dire en toute légalité, puisque l'Union européenne a accepté ceci aussi, eh bien, il n'y avait pas ce qu'on appelait la retenue à la source qui était reversée en grande partie par la Suisse. Alors que l'ONU vient de voter un projet de résolution qui prévoit de couper tous les fonds destinés aux terroristes, les Helvètes mettent au point l'échange automatique de données bancaires pour 2018. Ainsi s'achève, dans un déballage hors norme, l'ère des grands secrets en Suisse. Alors Mathieu Guidère, nous allons revenir sur l'ère des grands secrets en Suisse et ailleurs d'ailleurs. Mais on savait, c'est ce qu'on s'est dit, enfin c'est ce que vous nous avez dit au début de l'émission, on savait. Mais au fond, pourquoi on avait besoin de ce travail d'enquête qui a été réalisé par ces journalistes pour révéler cette situation dans cette banque HSBC? Non, là on est dans la phase de médiatisation. C'est-à-dire qu'on savait, il y a eu des enquêtes, il y a eu des études, il y a même le Congrès, le Sénat américain qui a fait un rapport. Donc on le savait. Là, on est dans la phase de médiatisation, c'est-à-dire ça sort le grand public. Le grand public qui l'apprend. La question de l'argent en elle-même, bon, en France, on est choqué tout de suite dès qu'il y a question d'argent. Mais il faut voir que cette affaire de la chaîne d'or concerne une vingtaine d'individus sur 7500 princes saoudiens. Dont l'un d'eux, par exemple, possède 15 milliards personnellement, à titre personnel. Vous avez, c'est-à-dire, il ne faut pas voir les choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que nous sommes dans un cercle personnel d'un individu qui était lui-même, avant de s'engager dans le terrorisme, multimillionnaire et qui avait dans son carnet d'adresses un certain nombre d'individus. On le savait. Ben Laden, sa force a été qu'il avait un carnet d'adresses bien fourni. Vous voulez dire que ce ne sont pas les États, mais ce sont des individus. C'est ça que vous voulez dire? Jusque-là, on le savait, que c'était des individus, des donateurs, généralement des connaissances personnelles de Ben Laden ou de son entourage, qui finançaient, qui faisaient des donations, d'ailleurs à l'individu. La plupart du temps, il se fichait totalement de ce qu'il faisait. On avait certains... Vous ne pensez pas qu'ils savaient pourquoi c'était? Pourquoi a été utilisé cet argent? Lorsque vous avez une fortune d'1 milliard ou de 2 et qu'un individu vous demande 2 ou 3 millions, je ne suis pas sûr que vous posez la question pourquoi c'est. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on peut regarder ce qui se passe dans... A posteriori, ils ont compris à quoi ça servait. A posteriori, forcément. Chantal Cutajar, vous êtes d'accord avec ça? Oui, cher collègue, non, je ne partage pas du tout votre analyse. Hein. Je crois qu'on est visiblement face à un problème de système. Le HSBC a été, le fait qu'elle ait contribué volontairement, c'est quand même la première banque britannique, hein, s'est avéré. Pourquoi est-ce que HSBC n'a pas été sanctionné? 1 milliard 900 millions d'euros dans le cadre d'un deal de justice. Pourquoi il n'y a pas eu de procès? HSBC montre la dérive des banques que l'on dit too big to fail vers la banque too big to jail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la condamner parce que c'est le système financier qui serait mis à mal. Donc, si il y avait eu un procès, HSBC aurait eu un retrait d'agrément purement et simplement, sa licence aurait été retirée. Donc on ne le fait pas. Et je dirais, on peut vouloir dire qu'effectivement c'est des questions de personnes, mais le système juridique qui a permis de réaliser cela existe toujours. Donc on ne peut qu'en déduire que les conditions sont toujours identiques pour permettre de contourner la régulation et tant qu'on ne prendra pas conscience de cela, tant qu'on ne pourra pas mettre en œuvre des méthodes, prendre des dispositions qui permettent de lutter avec efficacité. La question qu'on se pose en voyant ça, c'est est-ce que HSBC savait connaissait le profil de ces personnages-là? Oui, vous dites Absolument. Oui. Mais c'est avéré. Bien sûr que HSBC connaissait le profil de ces individus, connaissait leur passé, connaissait également les soupçons dont ils étaient l'objet. Encore une fois, on ne parle que de soupçons. Hein. Là, on dévoile HSBC, la Golden Chain, avec des parrains d'Al-Qaïda, etc. Tout ça n'a jamais pu être établi à ce jour. Ces personnes, aucune de ces personnes n'est en prison, aucune de ces personnes n'a été condamnée pénalement, ni civilement d'ailleurs. Donc, en réalité, ces banques, pas seulement HSBC, il faut d'abord
rappeler que d'autres banques Alors internationales... justement, pardonnez-moi de vous couper, il y a une très bonne question. HSBC complice peut-être, mais les autres grandes banques n'abritent-elles pas aussi des comptes louches? Non mais l'appât du gain, si vous voulez, ne concerne pas seulement HSBC, pour fermer les yeux. D'autres banques l'ont fait dans le passé. Nous avons révélé dans l'enquête des familles des victimes que Osama Ben Laden lui-même disposait d'un compte bancaire en Suisse, à l'UBS. Il était identifié avec... Bien sûr, mais dans les années 90, Ayman al-Zawahiri, l'actuel chef d'Al-Qaïda, disposait également d'un compte en Suisse, dans une autre banque. Donc tout ça, vous voyez, ça a existé. En effet, aujourd'hui, les règles de contrôle sont telles qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est néanmoins possible. On sait aujourd'hui que des organisations caritatives, par exemple, brouillent les pistes, changent les noms, utilisent des comptes individuels au lieu de comptes institutionnels pour faire passer de l'argent, etc. Donc ça existe encore, mais à une beaucoup moins grande échelle que ce qui a été fait dans le passé. Al-Baghdadi, pour Daesh, a des comptes dans des banques. C'est là que située toute la fortune de Daesh. Elle transite par des organismes financiers comme ça? Non. En revanche, votre question est intéressante parce que Daesh, je disais, contrôle un territoire. Et c'est même là l'écueil principal en termes de sanctions économiques internationales. On parlait de la population, effectivement. Il ne s'agit pas de pénaliser la population et de s'en prendre aux ressources naturelles de ces pays, en Irak ou en Syrie. Daesh contrôle également des banques. 14 banques, plus de 10 succursales en plus de ces 10 banques, de ces 14 banques, et contrôle donc des milliards de dollars grâce à ces banques aujourd'hui, des réserves qui sont sur place. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parce que on ne veut pas non plus pénaliser la population locale, il n'y a pas de sanctions contre ces banques aujourd'hui. Ces banques continuent à effectuer des transactions internationales. Je l'ai indiqué hier devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le phénomène djihadiste. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Pourquoi on n'impose pas un embargo sur le territoire contrôlé par l'État islamique, y compris sur le secteur bancaire? Francis Perrin, c'est aussi la question que vous vous posez. C'est un bon moyen de lutter contre l'État islamique? Comme on vient de le rappeler, effectivement, la caractéristique de Daesh, l'État islamique, c'est ce contrôle territorial dans deux pays, avec une certaine continuité territoriale. Et ça, effectivement, ça donne à ce groupe des moyens que d'autres n'ont pas. Quand vous contrôlez une zone et les populations qui s'y trouvent, vous pouvez imposer des taxes sous à peu près n'importe quel prétexte. Des camions passent, une taxe, etc. Il y a peu de chances que les contribuables, je dirais, discutent avec les percepteurs de Daesh le montant des impôts, parce qu'on sait très bien comment Daesh règle ce genre de problème. Donc le contrôle territorial est un élément de fond qui distingue l'État islamique aujourd'hui d'autres groupes terroristes actuellement et dans l'histoire, et il faut effectivement tenir compte de cet aspect des choses pour essayer de traiter, entre guillemets, le problème Daesh sur le plan financier et politique et militaire.